Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Salut mes amis. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le voyage du pape Léon XIV au Proche-Orient, en Turquie, où la réislamisation est le cheval de bataille du président Recep Erdogan, et au Liban, pays multiconfessionnel où la communauté chrétienne ne cesse de diminuer. Avec toujours pour le pape le même message, le dialogue, pas les armes. We must recognize that armed struggle brings no benefit. While weapons are lethal, negotiation, mediation, and dialogue are constructive. Let us all choose peace as a way and not just as a goal. Ce voyage autour du berceau et du lieu de l'essor du christianisme exprime-t-il une position du Vatican face à l'islam? Plus largement, à quoi sert la diplomatie vaticane? Ce sera l'objet de notre débat avant qu'on vous retrouve dans la troisième partie de l'émission. Marie Bonisseau, j'adore, et Marguerite, et Xavier... Oh, les belles rayures. On parle de sondages, Xavier Mauduit. Exactement, Elisabeth, vous l'avez constaté dans les journaux, de plus en plus de sondages sur la présidentielle avec toutes les précautions à prendre. Sachant que l'élection est encore loin, eh bien nous allons encore plus loin, Elisabeth. Nous allons au premier sondage en France, première enquête d'opinion. Très bien. Et vous, Marie? Moi, je vous emmène en Angleterre, où des petits filous réussissent à échapper à l'impôt en se faisant passer pour des éleveurs d'escargots. Voilà, une chronique baveuse. À tout à l'heure. Et pour commencer, le témoignage d'un jeune homme au destin hors norme, une figure extraordinaire, le mot n'est pas trop fort, de la résilience. Mathias Lambert a été diagnostiqué myopathe à 5 mois. Son père s'est suicidé dans la foulée. Après avoir visité un laboratoire du Téléthon sur la thérapie génique, il décide de devenir chercheur. Et aujourd'hui, le docteur en physiologie, Mathias Lambert, travaille dans un laboratoire privé à Boston, aux États-Unis. À 3 jours du Téléthon, une parole capitale. On le retrouve tout de suite. Bienvenue, Mathias Lambert. Il faut vous appeler docteur, professeur? Ah, vous pouvez m'appeler Mathias. Mathias, quoique vous soyez un patient chercheur. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportou. Bonsoir. Vous avez fait publier aux éditions du Rocher ce livre sur votre existence, Le combat d'une vie, et vous avez confié à quelqu'un, je donne des interviews et je me prépare comme si j'étais un athlète olympique, parce que d'une certaine façon, chaque mouvement me coûte, presque chaque respiration vous coûte. Exactement, c'est ça, c'est un peu les paralympiques que je fais mais tous les jours. La maladie, c'est un marathon, hein. C'est-à-dire que chaque matin, voilà, je me lève. Il faut chaque respiration, chaque mot est pesé. Il faut que je tienne toute la journée. Et donc, oui, c'est un athlète. Il faut être un athlète. C'est ça? Ouais. Et vous l'êtes. On en parle. On parle de cette maladie et de vos recherches sur la myopathie après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Mathias Lambert, atteint d'une myopathie rare, vous êtes parvenu à consacrer votre vie à la recherche dans l'espoir de trouver un traitement. Comment mener le combat contre le handicap, cette véritable saleté, comme vous l'appelez, et réaliser vos rêves? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Vous naissez en 1990 à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. À l'âge de 6 mois, les médecins diagnostiquent une myopathie congénitale avec disproportion des fibres musculaires, une pathologie qui se manifeste par une grande fatigue, des difficultés respiratoires, une atrophie des muscles et qui touche un nouveau-né sur 400 000. J'ai donc été l'heureux gagnant de cette loterie génétique mondiale. À l'âge de 15 ans, vous visitez le laboratoire Généton créé par l'Association française contre la myopathie. Vous décrivez les chercheurs que vous rencontrez comme des super-héros en blouse blanche. Quelque chose s'est allumé en moi, une intuition, une étincelle, une vocation. Après le bac, vous intégrez la faculté des sciences de Villeneuve-d'Ascq. La maladie vous empêche de marcher trop longtemps. La nuit, vous devez dormir avec une machine pour respirer et vous enchaînez les séances de kiné. Je l'ai commencé, j'avais 2 jours. Je l'ai commencé à la maternité. 23 ans de galère, 23 ans d'effort. C'est un match qui dure depuis 23 ans. Malgré toutes ces contraintes, vous rédigez une thèse en physiologie et menez vos recherches sur les cellules musculaires. En 2015, vous identifiez le gène responsable de votre maladie, une découverte primordiale pour tous les patients, mais aussi une satisfaction personnelle. J'avais vécu 25 ans prisonnier d'une brume épaisse sans connaître mon véritable ennemi. À présent, le brouillard s'était dissipé. Docteur en biologie, vous êtes recruté par l'équipe du professeur Louis Kunkel à l'université de Boston. Là où a été découvert le gène responsable de la myopathie de Duchenne en 1986. Je sais que mes jambes ne fonctionneraient pas, donc j'ai privilégié la tête et j'ai musclé mon cerveau. Vous y restez 8 ans, puis en 2024,
Vous rejoignez un laboratoire privé à Boston qui travaille sur les traitements de la myopathie. Dans votre livre, vous précisez « Je crois au hasard, à la chance et peut-être parfois au destin. Il y a forcément une raison si je suis encore là aujourd'hui. » Il y a toutes les raisons du monde, Mathias Lambert. Vous racontez que vous avez eu une prise de conscience très aiguë, une sorte de révélation, quand vous aviez 8 ans et que vous étiez sur un terrain de foot et qu'il y a eu quelque chose qui vous a fracassé. Oui, je pense que c'était pour la première fois la maladie se manifestait. J'avais un rêve de devenir footballeur. Vous savez, si j'étais pas malade, à mon avis, je serais peut-être pas chercheur. Je serais peut-être pas là ce soir pour vous parler. Oui. Mais oui, la maladie s'est révélée au grand jour. Pour la première fois, je remarquais que mon cerveau ne pouvait pas commander ce corps. Mon corps devenait une prison. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, à 8 ans, mes rêves s'étaient évanouis. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Qu'est-ce que la vie allait me réserver? La vie était difficile, d'autant que votre papa s'est suicidé quelques mois après l'annonce du diagnostic et que votre mère, Martine, a été héroïque. Il y a un portrait d'elle, vous l'évoquez régulièrement dans les interviews, elle a été absolument phénoménale. J'ai une chance énorme. Ouais. Ma maman m'a soutenu depuis le début, elle m'a toujours poussé, toujours pour aller plus loin. Elle m'a toujours dit de vivre mes rêves, d'aller au bout de mes idées, de mes convictions. Et je pense que voilà, elle a vu aussi une personne qui a abandonné et elle s'est dit que ce ne sera pas mon destin. Parce que vous dites, j'ai été traversée par le dilemme abandonner ou combattre. Et c'est ça veut dire ça. que vous auriez pu abandonner. Exactement, et c'est tous les jours. C'est-à-dire que je remets en cause ça tous les jours. C'est un peu pile ou face. Ouais. C'est-à-dire que la maladie, c'est marche ou crève. Ouais. C'est la réalité de la chose. Ça va au-delà du fauteuil. Toute la nuit, je suis relié à une machine qui me maintient en vie. C'est la réalité des choses. Là, on me voit entre guillemets en bonne santé. Je sais que ce soir, quand je vais retourner dans ma chambre, je vais devoir m'appareiller pour être maintenu en vie. Et donc ça, c'est une réalité. Et chaque soir, je me rends compte que la maladie peut vous tuer. C'est clair. C'est une sentence qui peut arriver du jour au lendemain. Dans votre scolarité, Mathias Lambert, vous n'avez pas toujours été encouragé. Il y a des profs qui vous ont découragé de continuer. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que, bon, voilà, ils m'ont toujours dit, bon, des études scientifiques, ce sera trop long, trop fatigant. Mais par contre, ils m'ont jamais dit que j'allais réussir. Ils m'ont jamais vraiment écouté. Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est d'être chercheur. Et il faut savoir ça, j'avais un peu la gagne en moi. Et bon, aujourd'hui, je pense que je leur donne tort. Vous les avez revus pour certains? Oui, je les ai revus. Et je leur ai montré que voilà, c'était possible. Je pense qu'il faut aussi donner cette confiance aux jeunes. Je pense que c'est aussi un message universel que je veux donner. C'est qu'il faut donner cette confiance aux jeunes parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'idées. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, vous dites, il faut redéfinir le handicap. Ce n'est pas une incapacité, mais une manière d'être capable autrement. Ça fait partie de ce message universel. Exactement, je pense que vous voulez transmettre. Aujourd'hui, la différence est quelque chose un peu de dénigré. Oui. On vous met dans un moule, il faut être tel quel, à tel endroit. Je pense qu'aujourd'hui, la différence dans un milieu professionnel, par exemple, c'est une plus-value. Je pense que dans la société, une société qui avance très très vite, aujourd'hui un monde qui va très très vite, l'innovation, le progrès, comment ça fonctionne, c'est avec des idées fraîches, des idées différentes. Et si vous voulez, si on veut qu'aujourd'hui, je pense que le monde tourne un peu en rond, je vais vous le dire. Et on n'a jamais demandé l'avis des personnes handicapées pour faire justement progresser notre société. Je vais vous prendre un exemple tout simple, c'est-à-dire l'accessibilité. Ouais. L'accessibilité, au final, ça peut servir à beaucoup de monde. Et j'ai envie de dire, on aura tous peut-être cette chance, c'est d'être vieux à un moment. Et on va tous être dépendants de quelque chose. Et je pense que la société en a besoin aujourd'hui. Si on veut vivre mieux, en meilleure santé, écoutons les handicapés. Message reçu. On va évoquer avec vous et avec Anna une bonne nouvelle, précisément à propos de ce qui vous maintient là, le fauteuil roulant en France. Oui. Pas aux États-Unis, mais là en France. Exactement, depuis hier, les fauteuils roulants sont intégralement remboursés par la Sécurité sociale. C'était une promesse d'Emmanuel Macron de 2023 et elle réjouit aujourd'hui le million de personnes handicapées en France, mais aussi de personnes âgées en perte d'autonomie. Regardez, la prise en charge d'un fauteuil classique va passer de 600 à 6 000 euros, c'est carrément x10. Celle d'un fauteuil électrique de 5 000 à 21 000 euros. Et toutes les options justifiées par un besoin médical, par exemple un bras articulé ou des roues spéciales, seront également remboursées. L'autre nouveauté, c'est qu'un guichet unique géré par l'assurance maladie va permettre de faire toutes les démarches administratives. Mais la grande révolution, c'est surtout qu'il n'y aura plus besoin
d'avancer les frais. Cette réforme, elle va coûter entre 100 et 200 millions d'euros supplémentaires dans le budget de la sécurité sociale. Alors vous avez eu votre premier fauteuil assez tardivement, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Combien ça vous a coûté en France et par curiosité, combien ça coûte aux États-Unis un fauteuil comme le vôtre? Alors, pour tout vous dire, moi, mon fauteuil est un fauteuil manuel où j'ai dû mettre des roues électriques dû à mon handicap parce que j'ai pas assez de force pour le pousser. Et ces roues, voilà, j'ai vécu ce cas, m'ont coûté 7 000 euros, ce qui n'était pas remboursé par la sécurité sociale parce que ces roues n'étaient pas sur cette liste pour la sécurité sociale. J'en ai testé une dizaine, j'ai testé différents modèles. Ce modèle était vraiment unique et nécessaire pour mon handicap. Et malheureusement, bon, j'ai dû avancer les frais, 7 000 euros d'un coup. Je sortais de mes études, hein, c'est-à-dire voilà. Et ça, c'est un prolongement de mes jambes. C'est-à-dire c'est ce qui maintient, ce qui me permet d'avoir une activité professionnelle, clairement. Vous dites que la recherche, c'est une course contre la montre, hein, et de fait pour des maladies comme la myopathie. Mais pour vous, vous dites, c'est sans doute déjà trop tard pour moi. Pourquoi dites-vous cela? Alors bon, ça peut être un peu ambigu, je l'avoue. Mais à un moment donné, je me dis... concernant ma maladie, hein, je suis un peu le seul rempart face à cette maladie, parce qu'il y a tellement très peu de personnes qui travaillent dessus. Et donc, si je ne travaille pas dessus, il y a qui le fera. Mais je me dis aussi, voilà, de par mon expertise, maintenant, mon statut professionnel, je peux aussi aider les autres. Et c'est par ce aider les autres que, voilà, maintenant, c'est ce que je veux faire. C'est que, de par ma recherche, si je peux trouver un traitement pour quelqu'un d'autre, c'est ça aussi le handicap, la beauté du handicap, c'est... Moi, quand je parle beaucoup à des personnes en situation de handicap, très peu sont égoïstes. Il y en a beaucoup qui parlent à propos des autres, de faire des avancées. Et c'est voilà, aussi le téléthon, c'est à propos des autres. C'est pas seulement à propos de soi, mais que ce qu'on fait ouvre des portes. Et que ces portes, on les laisse ouvertes. Vous rendez au Téléthon, d'une certaine façon, ce que le Téléthon vous a donné, parce que c'est en visitant le Généthon, le laboratoire de thérapie génique du Téléthon, que vous avez eu cet éblouissement, vous avez dit « je veux être chercheur ». Et vous avez créé un Téléthon à Boston, c'est ça? Exactement. Qui se déroule là en ce moment. En ce moment, on a une équipe maintenant depuis 3 ans, une petite dizaine de personnes. On travaille énormément avec les écoles françaises à Boston, avec la communauté francophone. Et donc, c'est d'apporter justement aussi ce message, non seulement récolter des fonds pour la recherche, mais aussi de transmettre, d'éduquer le regard dès le plus jeune âge. Parce que je vais vous avouer quelque chose, il est très, très difficile de faire changer le regard des adultes. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui seront les citoyens de demain. C'est eux qui auront cette chance de pouvoir changer les choses. Et si on éduque le regard, on habitue à la différence, je pense qu'encore une fois, c'est un message universel. On habitue, à respecter la personne. Dès le plus jeune âge, ces gens seront les décideurs de demain, peut-être nos élus. Et je pense que c'est à eux qu'on devrait donner la clé. Mathias Lambert, une dernière question. Les gens qui vous regardent doivent se dire « cette âme est une grande âme, cet homme est un homme incroyable ». Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en France? Pourquoi il ne cherche pas dans un laboratoire en France? Alors bon, je pourrais vous donner 36 000 raisons, j'ai envie de dire. Donnez la bonne. La bonne, bon, je pense que le statut de chercheur n'est pas très bien reconnu, d'une part. Et je pense qu'en France, on ne donne pas la chance aux jeunes. Je pense que c'est... Voilà, je me considère encore un peu jeune. Et pour vous avouer, je ne pense pas que... Si j'étais resté en France, je ne pense pas que j'aurais l'opportunité de travailler sur ma propre maladie. Je pense qu'on m'aurait mis des barrières. Et oui, parce que vous avez découvert le gène, le TPM3, le gène de votre maladie. Exactement. C'est ça qui est fou. Merci infiniment, Mathias Lambert, d'être venu littéralement nous illuminer, franchement. Merci. Le combat d'une vie, aux éditions du Rocher. Merci infiniment, respect absolu. Et on va passer à notre débat sur les enjeux du voyage du pape au Proche-Orient. Premier voyage du successeur de François, en choisissant le Proche-Orient, la Turquie et le Liban, où les chrétiens sont minoritaires par rapport aux musulmans. Le pape entend-il encourager la cohabitation interconfessionnelle? Et que peut le pape face aux guerres? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Recueillement ce matin sur le port de Beyrouth, là où 220 personnes ont péri en 2020 dans une explosion qui a dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Le pape a prié en silence. Une prière contre les fracas du monde, mais aussi contre les armes qui grondent aux alentours, du Moyen-Orient à l'Ukraine. Devant 150 000 personnes, le pape Léon a délivré aujourd'hui un nouveau message de paix pour clore sa visite au Liban, pays écartelé par des tensions confessionnelles et otage du conflit entre Israël et l'Iran.
Le Moyen-Orient a besoin de nouvelles approches pour rejeter la mentalité de vengeance et de violence, de surmonter les divisions politiques, sociales et religieuses. Et ce message, il est venu le porter dans une région berceau du christianisme où les chrétiens sont aujourd'hui minoritaires. Le pape Léon s'est rendu au Liban, mais aussi en Turquie, une visite inespérée pour la communauté chrétienne sur place. L'église est petite ici, elle semble insignifiante, et la visite du pape Léon XIV peut encourager le christianisme. Le souverain pontife a plaidé pour le respect de la liberté religieuse lors de sa rencontre avec le président turc qui a abandonné la laïcité pour réislamiser son pays. Recep Tayyip Erdogan a semblé conciliant. J'espère et je souhaite que cette visite, qui intervient à un moment où les tensions s'exacerbent, soit bénéfique pour toute l'humanité. Alors le message pacifiste du pape est-il seulement audible dans cette région en conflit ? Dans un monde où les rapports de force s'expriment de plus en plus brutalement, quel poids peut avoir un micro-pays sans armée ? Impatience d'entendre vos analyses à vous trois. Jean-François Colosimo, essayiste et éditeur, dernier ouvrage, La religion française. Il s'affiche derrière. Selon vous, le voyage du pape Léon XIV au Proche-Orient montre un redéploiement de la présence chrétienne là où le christianisme est né. Au Liban particulièrement, ajoutez-vous, le pape est venu avec un message sur l'état de droit qui contredit la mainmise du Hezbollah. À côté de vous, Blandine Chély-Nippon, bonsoir, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales. Vous enseignez à Aix-Marseille Université. Réédition de votre ouvrage Géopolitique des religions. Selon vous, au Proche-Orient, les chrétiens sont souvent associés aux Occidentaux à tort, puisqu'ils sont implantés là-bas depuis des millénaires, bien avant l'islam. Ils ont subi des persécutions, notamment pendant la guerre civile libanaise ou la guerre en Irak, qui les ont poussés à partir. Et à côté de vous, Maya Kadra, bonsoir, enseignante et journaliste franco-libanaise. Vous faites partie du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Et selon vous, la force du discours de Léon XIV, c'est que sa parole n'est pas politisée. Elle fixe un plafond moral qui souligne l'importance de la coexistence et de la fin des conflits. Cela dit, aucun pape n'a jamais pu empêcher aucune guerre, ajoutez-vous. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, on estime à 14 millions le nombre de chrétiens dans les 8 principaux pays du Proche-Orient aujourd'hui, une minorité religieuse, donc avec une présence toujours importante, on va le voir sur cette carte au Liban, un tiers des habitants dans ce pays multiconfessionnel sont des chrétiens, mais le nombre de chrétiens d'Orient a beaucoup diminué ces dernières années du fait d'un exode volontaire ou contraint. Jean-François Colosimo, ça explique justement cette première visite papale, ce choix du pape pour sa première visite d'aller au Proche-Orient? Ah oui, d'abord on est en Turquie parce qu'il a accompli le dernier vœu du pape François qui était de se rendre pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée parce que on ne comprend pas ça, mais en fait on voit toujours le christianisme comme une religion occidentale, c'est une religion orientale qui est née en Orient et qui s'est beaucoup développée par exemple dans ce qu'est la Turquie d'aujourd'hui. Il a rendu visite au patriarche Bartholomé, le chef spirituel de 300 millions d'orthodoxes à travers le monde, et à côté de ça, parce qu'il y avait ce grand anniversaire, il s'est rendu au Liban, parce que c'est là, vous le voyez bien, où il y a non seulement le plus de chrétiens, mais où traditionnellement ce pays, en fait, est à dominante chrétienne. Il y en avait 51%. Il y a encore une trentaine d'années, oui. Et donc, en fait, le nouveau phénomène qu'on a, c'est que ces chrétiens, ils ont survécu à tout depuis le 7e siècle. L'islam, mais aussi les croisades. Ne pensez pas que les croisades ont été bénéfiques, parce qu'ils ont été vus ensuite comme des collabos, en quelque sorte. Ils ont dû rendre des comptes, n'est-ce pas? Et puis après, il y a eu les empires, les grandes puissances. Il y a eu la colonisation. Ils ont survécu à tout. Et cette fois-ci, pour la première fois, peut-être qu'ils vont disparaître parce qu'ils partent. Ils partent, Blandine Chély-Nippon. Pourquoi partent-ils, justement, et notamment du Liban? Alors, ils partent pour deux raisons. Des raisons économiques, comme d'autres au Proche-Orient. Pour des raisons économiques, avec le paradoxe, c'est souvent le fait que ce sont des réseaux, y compris des réseaux religieux, qui permettent la migration des chrétiens d'Orient vers les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, les États-Unis, beaucoup. Et donc, c'est une migration qui est lente et longue, enfin, qui dure depuis plusieurs générations, avec des phénomènes d'accélération. Bon, pour les Libanais, par exemple, les suites de la guerre civile. Pour l'Irak, ce qui s'est passé depuis 2014. Et là, vraiment, on a eu une déperdition absolument incroyable, parce que c'est quasiment un exode massif. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats aussi, il faut le dire. Oui, alors ça,
ça a aussi beaucoup concerné, par exemple, les Coptes égyptiens, dont nous avons aujourd'hui en France, grâce à l'aide diplomatique de la France, 50 000 ressortissants qui ont émigré, enfin qui se sont réfugiés en France après les attentats islamistes des années 2010. Il y a Kadra, en même temps, le Liban est le seul pays majoritairement musulman où les chrétiens ont encore un poids politique, parce que c'est comme ça que se ferait la tripartition aujourd'hui du pouvoir là-bas. Alors, il n'y a pas de tripartition au Liban, c'est plutôt un système bipartite. 50% de représentativité au Parlement et dans toutes les institutions et les fonctions de première catégorie, dites de première catégorie. Pour les chrétiens, 50% pour les musulmans, toutes confessions, tout courant confondus. Le pays repose sur cet équilibre-là parce que les chrétiens, les maronites notamment, ont joué un rôle dans la construction un peu de l'identité culturelle du pays, mais aussi de l'identité politique. En 1919, le patriarche maronite s'est rendu au congrès de Versailles pour demander le Grand Liban. C'était une revendication maronite portée par le clergé, par le patriarche maronite. Donc ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle aussi dans l'administration au 19e siècle du Mont-Liban, un rôle aussi culturel parce qu'on parlait beaucoup de ces communautés orientales, mais par exemple la communauté chrétienne essentielle au Liban, les maronites, sont liés au Vatican, à Rome, depuis le XIIIe siècle. Et ils craignent leur effacement aujourd'hui. Ils craignent leur effacement, mais c'est aussi une communauté très enracinée. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens libanais de la diaspora, mais aussi beaucoup de musulmans, ils partagent le même rêve, c'est de rentrer un jour dans leur pays pour y travailler et pour apporter aussi leur savoir. Alors, on va vous soumettre une archive qui va permettre d'évoquer, de souligner les moments de très forte tension qu'il y a pu y avoir entre le Vatican et les musulmans. C'était en 2006, un colloque de théologie en Allemagne. Le pape Benoît XVI cite un texte du Moyen-Âge hostile à l'islam. Regardez. Il lui dit, je cite, « Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme le droit de défendre par l'épée la foi qu'il prêchait. » Déferlement de colère dans l'enceinte de la mosquée Al-Azhar au Caire. Croisés et lâches, qu'on en finisse avec le pape, crient ces musulmans. Pour cet imam, les propos de Benoît XVI montrent une ignorance flagrante de l'islam. Même réaction violente en Inde, où l'on a brûlé l'effigie du pape dans la rue. Des musulmans qui interprètent les mots de Benoît XVI comme un appel aux croisades du Moyen-Âge. Le voyage de Benoît XVI en Turquie, prévu en novembre, risque d'être compromis. Il est finalement allé en Turquie, Benoît XVI, Jean-François Colosimo. Et là, Léon XIV donc, va en Turquie. Vous avez commencé à le dire pour des raisons historiques, mais pas que. Parce qu'il y a, en même temps, il y a une réislamisation là-bas. C'est ça qui nous paraît paradoxal. Qu'est-ce que c'est sa volonté? De tendre la main, de faire en sorte qu'il y ait un apaisement à nouveau? Alors, il y a deux choses. Il y a une dimension proprement religieuse. Derrière la Turquie, il y a l'Empire ottoman. Derrière l'Empire ottoman, il y a Byzance. Byzance, Rome, Rome-Constantinople, ce sont les deux poumons de la chrétienté. Les Grecs d'un côté, les Latins de l'autre. Ce patriarche Bartholomé, il est indispensable si on veut toucher le reste du monde orthodoxe. Alors, le reste du monde orthodoxe est assez divisé, mais Bartholomé, c'est quand même le patron. Voilà. Donc ça, c'est vital parce que depuis 60 ans, parce qu'il y avait un deuxième anniversaire, c'était la rencontre entre le patriarche Anaxagoras et le pape Paul VI à Jérusalem. Les catholiques et les orthodoxes ont enterré leurs disputes millénaires, 1000 ans de disputes, pour essayer de refaire leur unité. C'est très important pour le monde catholique de retrouver ses sources orientale. Et le deuxième point, c'est que la Turquie, c'est un pays qui compte. Et le Vatican, c'est aussi une diplomatie planétaire. Et la Turquie, aujourd'hui, veut jouer le rôle de courtier, le rôle d'intermédiaire, parce qu'elle est entre, comme l'Empire byzantin, entre l'Occident et l'Orient. Elle est à cheval sur le monde musulman et sur le monde chrétien. Elle est à cheval aussi sur le monde slave, sur le Caucase. Donc, de tous ces points de vue-là, Erdogan veut jouer un rôle. Et là, le pape le prend au mot. Et il lui dit, ah ben, si tu veux jouer un rôle, on va commencer par examiner une question simple. C'est que dans ton pays, il y a un nivellement, il y a une exclusion, parce que les Arméniens... Rappelons le génocide arménien. Et le pape n'a pas cité le génocide arménien. Les Juifs, mais les Kurdes, les Alévis, qui sont des musulmans non orthodoxes, tout ça est nié en quelque sorte pour fabriquer une espèce de Turc idéal. C'est une machine nationaliste devenue folle.
Et donc là, le pape lui dit, un pays qui, en fait, homogénéise sa population en tuant la diversité, c'est un pays qui s'appauvrit, c'est une nation qui Alors, vous le s'appauvrit. dites- Et ça vaut pour tout l'Orient, bien sûr. Alors voilà, justement, Erdogan veut apparaître en médiateur, Maya Kadra, en même temps, comme le pape lui-même a des difficultés d'être ce médiateur au Proche-Orient aujourd'hui, non ? Il a une difficulté, mais il a aussi des messages à faire entendre. Là, j'ai écouté presque tous les discours du pape Léon XIV au Liban, et il en a eu beaucoup. Hein. À chaque lieu visité, il a surtout répété le mot paix. Aujourd'hui, on est à la veille peut-être de négociations directes entre le Liban et Israël, qui sont deux pays soi-disant ennemis. Il y a une guerre qui a affronté le Hezbollah avec Israël dans le sud pendant plus d'1 an, pendant les dernières décennies aussi. Aujourd'hui, il y a cette volonté d'instaurer un dialogue entre le Liban et Israël. Et c'est ça l'essentiel message qui a été porté par le pape Léon XIV et qui a trouvé son écho dans le discours du président de la République qui a parlé de la fraternité et la paix entre les fils et les descendants d'Abraham. Alors, l'impuissance, évidemment, parce que le discours diplomatique, il ne peut jamais être plus fort que le bruit des armes. Et là, on est aussi à la veille peut-être d'un redéclenchement de la guerre au Liban, mais ça reste une parole qui est écoutée. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna la relation extrêmement complexe, tumultueuse, pour ne pas dire plus, entre le Vatican et Israël, l'État hébreu. Pour comprendre pourquoi cette relation elle est particulièrement sensible, il faut remonter à janvier 1904, quand Théodore Herzl, le père du sionisme, se rend à Rome pour demander au pape Pie X sa bénédiction pour pouvoir établir un État juif. Réponse de Pie X, si vous vous installez au Moyen-Orient, notre objectif sera de vous convertir au christianisme. Plus tard, en 1948, quand l'État d'Israël est créé, le Vatican ne fait pas partie des États qui reconnaissent tout de suite son existence. Il faudra attendre 1993 pour que le Saint-Siège établisse officiellement des relations diplomatiques avec Israël, c'est-à-dire 14 ans après l'Égypte, qui est le premier pays arabe à avoir reconnu Israël. À partir de ce moment-là, Jean-Paul II va d'ailleurs contribuer à relancer le discours entre les Juifs et les catholiques. Mais depuis le 7 octobre, les cartes ont été rebattues. Le pape François a mis 15 jours à condamner personnellement les attaques du Hamas. Il l'a fait dans un communiqué officiel aux côtés de Joe Biden. Plusieurs ambassadeurs israéliens en ont profité justement pour accuser le pape d'être responsable de la montée de l'antisémitisme mondial. Mais toujours est-il que Léon XIV a tenu à rappeler, lui, dans le vol qui le menait au Liban, qu'il continuait à défendre une solution à deux États pour résoudre le conflit et que ça ne l'empêchait absolument pas d'être ami avec Israël. Blandine Chély-Nippon, est-ce que vous pensez que le Vatican peut véritablement être ami avec Israël ? En tout cas, il y a une continuité diplomatique longue, là aussi, qui ne dépend pas simplement du changement de pape, du fait que le Vatican a toujours eu une position, on va dire, similaire. La première étant la question du statut de Jérusalem, la deuxième étant la question des lieux saints, du christianisme, la possibilité d'être libre de venir en pèlerinage, la protection des chrétiens en Terre Sainte, et enfin, la solution, d'un point de vue international, la solution à deux États, qui est une ligne qui n'a pas varié depuis le début de ces relations. Reconnu l'État de Palestine dès 2015. Oui. Jean-François Colosimo, est-ce que vous avez le même avis ? Oui, alors d'abord, on disait, 1700e anniversaire du Concile de Nicée, 60e anniversaire de la rencontre entre le pape et le patriarche à Jérusalem, 60e anniversaire cette année aussi de Nostra Aetate. C'est une déclaration de Vatican II qui est essentielle parce que l'Église catholique révise complètement à ce moment-là son enseignement sur les Juifs et sur le judaïsme, fait amende honorable sur l'anti-judaïsme qui peut exister dans l'Église catholique. C'est vraiment important que ce voyage se passe à ce moment-là. Et vous voyez que la reconnaissance d'Israël vient un peu plus tard, beaucoup plus tard, mais dans la foulée de cet aggiornamento théologique qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas, avec une conscience aussi accrue chez Jean-Paul II, qui est polonais, de la Shoah, d'Auschwitz, etc. De ce point de vue-là, il y a eu un changement qui est tout à fait important. Le changement qui n'a pas eu lieu et qui peut difficilement avoir lieu, c'est que la majorité des chrétiens qui vivent aujourd'hui soit dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, parce qu'à Gaza, il n'y en a plus, ou quasiment plus, et en Israël, bon, c'est que les Arabes chrétiens qui sont là, qui sont soit palestiniens, soit arabes israéliens, eh bien, ils sont pour partie catholiques,
sont pas que catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des protestants, mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi une espèce de sentiment de responsabilité par rapport à eux et qu'il y a le lien avec la Jordanie. La monarchie jordanienne, elle protège les lieux saints en théorie de Jérusalem et elle aussi, elle est très engagée dans le dialogue interreligieux avec la papauté. Les papes, quand ils se rendent en Terre Sainte, ils arrivent par Amman, par la Jordanie, ils n'arrivent jamais à Tel Aviv. Mais Maya Kadra, en 2033, il a quand même proposé, Léon XIV, il a tendu la main en proposant une visite à Jérusalem. Est-ce que ça peut permettre de réconcilier Israël et le Vatican? Alors en effet, c'est pour les 2000 ans de la résurrection, date très symbolique, 2 millénaires quand même, et il a voulu fixer cet horizon un peu diplomatique et religieux. C'est faisable. Alors c'est faisable, je pense que c'est faisable, et en tout cas ils vont mettre tous les leviers en faveur de cet objectif-là, parce qu'il y a l'effet d'annonce et il y a aussi l'engagement quand on fait une telle annonce. Et je pense que d'ici 2033, il y aura des choses qui vont changer au Moyen-Orient. Il y a la question d'un État palestinien qui devient de plus en plus urgente, il y a la question de la paix, les accords d'Abraham qui vont peut-être s'élargir à des pays comme la Syrie et le Liban, et le pape, il s'attend peut-être à ce qu'à l'horizon 2033, les choses se soient calmées. Blandine Chénier-Nippon, il y a une autre guerre qui fait rage, c'est celle en Ukraine. Le Vatican avait tenté d'être médiateur. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Alors, ça n'a pas fonctionné parce que dans la position de la Russie elle-même, les rapprochements entre le Vatican et la Russie avaient été assez importants dans les années précédentes, et notamment sous le pape François. Et, avec les orthodoxes, vous voulez dire, c'est ça? Avec la Russie. Avec Kirill. Et ensuite, le patriarche. Avec le patriarche de Poutine. Mais ce rapprochement s'est arrêté avec le début de la guerre en Ukraine, et après un certain flottement de la part du pape François, qui voulait maintenir cette relation avec l'Église orthodoxe russe et avec la Russie elle-même. Eh bien, il y a eu de sa part des corrections dans sa présentation de la situation, et un basculement aussi du côté de la Russie et de l'Église orthodoxe russe contre le Vatican. Et maintenant, nous sommes dans une forme d'opposition ouverte qui fait aussi que l'Église russe, avec la Russie, travaille et divise les Églises orthodoxes, et notamment sur la question de leur unité possible avec le pape de Rome, qui est accusé d'être à la solde de l'Occident. Donc on a tout un et d'origine américaine, d'autant qu'il est américain. Alors, j'oublie le plus important, c'est que dans toute cette histoire, l'Église ukrainienne s'est détachée du patriarcat de Moscou, avec l'accord finalement du patriarcat de Constantinople. Donc on a là une relation triangulaire très négative qui s'est mise en place. Mais en même temps, Jean-François Corruzimo, c'est un pape d'origine américaine. Alors on se dit, peut-être qu'il peut avoir un dialogue avec Trump. C'est pas le cas. Il n'y a pas de discussion. Non, du tout. Alors, vous voyez, ça ne peut pas faciliter les choses. Il faut reconnaître une force à l'Église catholique et au Collège des cardinaux. C'est à chaque fois qu'il y a un pape, en quelque sorte, qui meurt, on se dit qu'est-ce qui va se passer. En 79, vous savez, il y a Jean-Paul Ier, 33 jours de pontificat, qui meurt brutalement. Ils sortent du chapeau, si je puis dire, Wojtyla. C'est un scud qui est envoyé au Kremlin de l'époque, qui est communiste, n'est-ce pas, de sortir un pape polonais. Là, on a un Trump qui fait la géopolitique mondiale à sa façon, et les cardinaux sortent un Américain. Mais un États-Unien qui, quand même, a pris une nationalité latino-américaine, qui n'est pas très, très catholique américain, parce que quand vous êtes un catholique américain, vous êtes d'origine irlandaise, italienne, polonaise. Lui, il est d'origine créole. Je veux dire, il ne fait pas partie de l'establishment. Il a passé sa vie à l'extérieur, et on lui oppose. Et Léon XIV, quand il s'appelait encore Robert Prévost, cardinal, il s'est cogné J.D. Vance. Alors justement, alors justement, on va l'écouter, le vice-président des États-Unis, qui est converti au catholicisme et qui défend sa vision de l'accueil des étrangers, qui est compatible, selon lui en tout cas, avec la doctrine de l'Église. The Vatican, especially under Pope Francis, had a particular line on immigration. And if I was, I try to interpret this stuff charitably because, partially because I'm a new Catholic, but partially just because I try to sort of stay in my lane. I'm the vice president of the United States. And,
the Pope is the Pope. I think the Catholic Church recognizes we have to have border control. That's very clearly written in Catholic teaching, is that nations are allowed sovereignty. Maya Kadra, est-ce qu'il ne se pose pas la question aussi du charisme? C'est-à-dire face à un Trump, face à des hommes forts qu'on voit partout émerger, est-ce que ce pape-là va pouvoir s'imposer? Alors, il n'a pas à s'imposer contre Trump. Déjà, il ne faut pas mélanger les genres. Trump, c'est un président politique. Là, le pape Léon XIV, il est à la tête de l'Église catholique. C'est une mais on force, dit qu'il a un pouvoir politique un statut spirituel. Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il a pris une orientation de clash avec le président Donald Trump. D'ailleurs, son avis en politique n'a pas vraiment été exprimé, à part peut-être aujourd'hui. Il y a eu une déclaration sur les frontières et l'importance des frontières. Mais ce n'est pas un avis très tranchant qui permet qui nous permet de lui donner ou bien de lui conférer une orientation politique, une idéologie politique. Pour le moment, il est plutôt neutre sur les questions de l'immigration, sur les questions politiques aussi, malgré les bisbilles et les tensions avec Donald Trump. Mais il ne se pose pas comme un ennemi de Trump. Mais Blanche Chenipion, quand on voit justement ce que dit J.D. Vance, est-ce qu'il peut... On a déjà connu cela dans l'histoire, que ce soit des relations assez tendues de part et d'autre de l'Atlantique entre le Vatican et les États-Unis? Est-ce que ça peut empêcher la résolution de conflits? Il y a eu, on peut dire, des périodes de très grande proximité et paradoxalement, aujourd'hui, j'allais dire, avec des présidents démocrates. Tandis que sous les présidents républicains, même George Bush, la parole du pape et du Vatican n'a jamais intéressé les États-Unis. Et là, on est dans une posture où, on le voit, il n'y a plus aucun commentaire de ce voyage, alors que le pape arrive en émissaire de paix et dit « je peux être là, je peux aider à la médiation pour les... » Bon, donc, avec toute la communauté internationale qui essaie de faire un grand plan de paix au Proche-Orient, il aurait pu y avoir une réflexion, je sais pas, même un tweet du président, rien du tout. Donc, pour vous dire à quel point, pour le gouvernement actuel, la position du pape ne compte pas. On s'en cogne. Très bien, pour résumer. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à notre débat, de nous avoir éclairé, d'avoir décrypté cette diplomatie vaticane. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. L'histoire du premier sondage d'opinion en France, c'était en 1938. Et la niche fiscale, enfin l'arrangement fiscal le plus extravagant du moment, les fermes à escargots, elles se multiplient en Angleterre. Mais d'abord, le mot vedette du jour, jiu-jitsu brésilien. C'est entendu. Connaissez-vous le jiu-jitsu brésilien? Face à un combattant de jiu-jitsu brésilien. Monter une section jiu-jitsu brésilien. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Jiu-jitsu brésilien, du japonais jujutsu, art de la souplesse, et du portugais Brasil, braise, désigne un sport de combat développé à Belém au début du XXe siècle à partir du jiu-jitsu japonais. Composante essentielle du MMA, le jiu-jitsu brésilien est de plus en plus populaire et prisé des influenceurs d'extrême droite. Le jiu-jitsu, dont est dérivé le judo, est l'art martial traditionnel des samouraïs de l'époque d'Edo, dont le but est de continuer la marave à main nue une fois désarmé de son katana. Dans sa version brésilienne, axée sur le combat au sol, la discipline repose sur des clés de bras, clés de jambes, étranglements et autres renversements. Un maître japonais des arts martiaux, émigré au Brésil en 1914, y diffuse le jiu-jitsu. À Belém, grâce à sa technique, il envoie au tapis des lutteurs Maús, sous les yeux ébahis de Carlos, un gamin de 12 ans. 11 ans après, Carlos, l'élève doué, ouvre sa propre académie de jiu-jitsu brésilianisé, tactique qui surplombe et plombe la boxe et la capoeira. Le Kid Carlos et son frère vont devenir les grands mamamouchis du jiu-jitsu brésilien et leur vaste descendance sur 4 générations a fait prospérer l'héritage des arrière-papis et produit de nombreux champions. En 2018, avant l'élection présidentielle, un fils de Carlos soutient le drôle d'extrême droite, Zizani dans la famille héritière. Quand le numéro 1 du JJB, extrême droitier assumé, menace de flinguer du clandestin au fusil, le numéro 2, plus drôle, distribue des cadeaux de Noël dans les bidonvilles, soutient les soldats sur le front ukrainien, crée un championnat du monde mixte et auto-ridiculise son sport de jeune divorcé en quête de remise en forme. Dojos et dragons. J'ai
cru qu'il allait nous faire un jeu de mots un peu fécal. Thivonol, je suis dessus. Enfin, non, mais non. Voilà. Mais c'était formidable. Bon appétit. Mais bon appétit. Rebonsoir, cher Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. Alors, on va évoquer, cher Xavier, 1 an et demi avant la présidentielle, l'avalanche de sondages de tous les côtés. Et vous allez nous remonter au premier sondage en France, 1938. Exactement. Sondage d'opinion. Sondage d'opinion. En août 1938, oui, qui a réalisé ce premier sondage d'opinion que nous devons à un homme. Jean Stutzel, il est jeune, il a alors 28 ans. Lui, il a fait des études qui l'ont conduit à l'agrégation de philosophie, ce qui lui a permis d'être professeur détaché à l'université de Columbia à New York. Et donc, c'est aux États-Unis qu'il rencontre les travaux de George Gallup. C'est un sociologue qui propose une méthode innovante, c'est constituer un panel représentatif afin de mesurer l'opinion de l'ensemble de la population des États-Unis. C'est épatant, se dit Stutzel. Il faut absolument importer ça en France. Donc, premier sondage, alors avec des questions internationales, des questions politiques. Et la question, Elisabeth, vous vous en doutez, immanquable, sur la prochaine élection présidentielle. Qui aimeriez-vous voir comme président de la République en 1939 oui. 38, l'année suivante, 39. Alors, écoutez, c'est Herriot, le grand Herriot, le maire de Lyon, Édouard Herriot, qui l'emporte 23%, alors qu'Albert Lebrun, lui, n'a que 8%. Mais nous connaissons la suite des événements. C'est Albert Lebrun qui, en 1939, devient président de la République. En tout cas, ce premier sondage-là est une forme de test. C'est même pas destiné à être publié, si vous voulez. C'est un galop d'essai, un Gallup d'essai. Même. Et là, dans cette histoire, l'actualité surgit et accélère, en fait, ce qui se passe sur le besoin de sonder. Parce que Hitler, en mars précédent, 1938, a envahi l'Autriche, c'est l'Anschluss. En septembre, il s'attaque à la Tchécoslovaquie, pourtant alliée de la France. Il s'empare de la région des Sudètes. Et c'est dans ce contexte-là que sont signés les accords de Munich qui valident l'annexion par Hitler de cette région-là. D'ailleurs, c'est dans ces années-là, à la fin de l'année 1938, qu'apparaît le mot de Munichois. Munichois pour désigner les gens qui sont prêts à des concessions pour maintenir la paix. Et ça divise les Français avec les anti-munichois. En tout cas, la suite, nous la connaissons. Nous avons cette chance. On sait le danger de ce qui se passe à ce moment-là. Et en tout cas, Stutzel a compris, lui, le besoin d'information, de sonder l'opinion. Et vous avez plusieurs enquêtes. Et dans une de ces enquêtes, vous avez la réponse que donnent les Français du moment aux accords de Munich. 57% des Français sont d'accord et disent on a bien fait de signer. C'est l'occasion de rappeler la célèbre phrase d'Édouard Daladier, celui qui était alors le président du Conseil, qui avait signé ces accords et qui, en arrivant à l'aéroport du Bourget et descend de l'avion, voit les gens caca, ah là là, vous avez sauvé la paix. Et il dit ah les cons, s'ils savaient. Alors, pour reprendre les mots de Daladier, il aurait pu dire autrement ils sont des cons, mais désormais quelle machination de l'esprit Mauduit. Merci Xavier. Chère Marie, au Royaume-Uni, l'arnaque à l'escargot permet à des petits malins, non mais vraiment plein d'imagination, d'échapper à l'impôt. Ouais, c'est ça. Je vais vous raconter cette petite technique très maligne et illégale. Vous ne faites pas ça chez vous, sinon je vous balance au fisc britannique. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, il y a une loi qui dit que si vous avez un local commercial, occupé ou vide, qu'importe, vous devez payer une taxe à la ville. Bon, ça, jusque-là, on suit. C'est pas une petite taxe, ça peut aller jusqu'à 13 000 € par mois. Vous avez des grands bureaux de 500 mètres carrés. Sauf si votre local sert à l'agriculture ou à la pisciculture. Là, vous n'avez pas de taxe. Voilà, c'est pour les encourager. Et bien, sachant cela, regardez ce que les agents de la municipalité de Westminster, c'est dans le Grand Londres, ont trouvé dans une poignée de locaux vides des boîtes blanches remplies d'escargots vivants, petits élevages d'escargots, ce qui permet aux petits malins qui louent de dire ben non, j'ai pas de taxe à payer puisque regardez, j'accueille un élevage d'escargots enchanté. Voilà, exactement. Excuse d'autant moins crédible que je rappelle que nos voisins britanniques, à 99,99%, ne mangent pas d'escargots. Même ils se moquent de nous parce que nous, on adore ça. Passons. Alors cette arnaque, quand elle est découverte, personne n'y croit. On le voit que c'est pas un vrai élevage, c'est pas crédible. Mais les filous, ils s'en sortent quand même parce que qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est très complexe pour la municipalité. Ils doivent traîner cette fausse société d'élevage d'escargots en justice, au tribunal. Ça met beaucoup de temps. L'entreprise bidon est mise en liquidation judiciaire. Pouf, elle disparaît, il n'y a plus de locataire, et puis le propriétaire des bureaux, lui, il aurait dû payer sa taxe pour ses locaux, non, il dit, non, il n'y a plus personne, il s'en sort indemne.
C'est à lui, en fait, à la fin, que profite cette affaire. Westminster a quand même estimé que ces gastéropodes complètement imaginaires avaient coûté à la ville plus de 400 000 € de recettes fiscales en manque à gagner. C'est pas la seule fois que ça arrive aux États-Unis. Il y a régulièrement des affaires d'escargots bidons. Et ça ne fait pas du tout rire les municipalités. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Ça viendra peut-être aux États-Unis pour le moment. Peut-être, mais pour l'instant, on reste en Angleterre. Et alors, ce sont des communes qui sont dans des situations financières assez critiques. En février dernier, il y avait un rapport qui disait que la moitié des collectivités locales du Royaume-Uni sont au bord de la faillite, endettées jusqu'au cou. Alors, l'escargot qui s'enfuit devant le fisc, elles ont envie de les rattraper. Et donc, il y a des maires qui demandent une loi générale pour juste faire disparaître, en fait, cette exonération de taxes. Une autre fois, parce que c'est jamais fini, ils sont très malins, je vous raconterai comment on peut aussi faire passer son local pour un lieu de culte, même s'il est complètement vide. On échappe à des taxes aussi. En attendant, ce soir, je vous propose de dîner des petits gris en persillade. Ils les ont mérités. Mais sûrement pas, ils se promènent dans vos pâquerettes, ils sont derrière les escargots là. Envie, Marie. Merci à tous, on se retrouve demain à 20h05. Tchuss.